Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans le quartier des spectacles, coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure, alors que je vais à la rencontre des personnes qui façonnent le Québec Inc. Est-ce que vous êtes des amateurs de poulet rôti? T'sais, vous commandez du poulet des restaurants, rôtisseries, puis quel est le secret, puis qui a le meilleur poulet? Je ne vous garantis pas une réponse pour cette dernière question, mais en compagnie de notre invité aujourd'hui, nous répondrons à plusieurs autres questions concernant le modèle d'affaires. 35 membres de la même famille répartis sur 4 générations travaillent dans l'entreprise qui compte maintenant 82 restaurants et emploie plus de 2300 personnes. Nous recevons aujourd'hui Yves Benné, vice-président développement des marchés et copropriétaire de la plus grande chaîne de rôtisserie québécoise détenue à 100% par une famille Benny & Co. Yves Benné, bienvenue à Intention Inc. Bonjour Sophia, merci. Là, Yves, tu es un maître rôtisseur et tu es un top entrepreneur, mais tu es aussi un musicien et un amateur de voile. Alors, parle-nous de tes passions avant qu'on parle du côté entrepreneurial. Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup des passions. Là, je connais juste ces deux-là, mais là, écoute, je suis tout oui. Comme l'heure de la retraite s'en vient assez vite, là, je commence à pratiquer un petit peu plus mes sports préférés, comme la voile. Entre autres, je fais beaucoup de voile. Je pense que tu as ton propre voilier qui a même un très beau nom qui s'appelle Va Bene. Va Bene, mais Va Bene, c'est comme un jeu de mots avec ton nom de famille. Exactement. Mais ça va bien quand je suis sur Va Bene, tu comprends? L'atmosphère est détendue. Oui, je fais beaucoup de voile et de plus en plus, j'essaie de partir pour profiter un peu de ces beaux moments-là. OK, tu as la voile puis tu es musicien. Mais donc, là, on va... Pour parler de la voile, là, c'est ça, c'est vrai, tu l'as dit, c'est un sport parce qu'il faut être très actif sur un voilier. Il y a beaucoup de responsabilités. Tu ne fais pas juste comme partir. Puis les gens qui sont sur le voilier ont également des responsabilités. Surtout si c'est un voilier comme qui est quand même un peu gros. Toi, tu penses que tu peux partir pour des séjours sur ton voilier? Oui, on peut habiter sur le bateau pendant... C'est un peu comme du camping sur l'eau, ni plus ni moins. Lorsqu'il y a des belles îles qui nous attendent, on peut mettre l'ancre et puis passer quelques jours justement là dans les petites baies tranquilles, à faire de la plongée, à faire des randonnées, de la plage. Wow! Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion-là? Bien, tout jeune, je pense, garçon, en fait, je faisais beaucoup de planches à voile. J'aimais l'eau, j'aimais le vent, les éléments comme ça, moi, ça m'a toujours attiré. Et puis là, quand j'ai commencé à élever ma famille avec 1, 2, 3, 4 enfants, là, la planche à voile a pris le bord. Ça prend quelque chose de plus gros pour tous les mettre dessus. Okay. Elle a passé plusieurs décennies dans le grenier du garage. Et puis là, un jour, j'étais en voyage et j'ai rencontré des Français qui faisaient de la voile, justement, qui m'ont invité à bord. Et lorsque j'ai senti le vent prendre dans les voiles puis le bateau partir comme ça, j'ai dit « Oh! » L'appel de la mer, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais dorénavant voyager en bateau, en bateau à voile. C'est le fun, hein, quand nos passions nous trouvent comme ça. Puis une autre passion que tu as, c'est que tu es musicien. Oui. Aussi. Ah, oui. Tu joues quel instrument? De longue date. Mais là, tu sais, le sport, j'en parlais tantôt, la voile, c'est un sport. Oui. Il m'est arrivé un accident parce que c'est quand même un sport, il faut être rigoureux avec les cordages. Et là, j'ai eu un accident, je me suis fait comme arracher un doigt dans les poulies avec les cordages. Et là, disons que je peux plus jouer de violon, mais ça me fait... Oui, hein? Ouais, c'est un deuil pour moi. C'est un deuil. Jamais, là. Ah non, à cause de... Une passion qui a comme j'ai perdu beaucoup l'autre. de dextérité dans ma main gauche et dans la capacité de mes doigts à fonctionner. Mais je joue encore du piano et un peu de basse-guitare. Puis la guitare et le violon, ça, j'ai fait mon deuil, là. Mais bon... J'ai quand même la chance de continuer à jouer du piano. Au moins, tu peux jouer d'autres instruments. C'était bon que tu avais multi-instrumentaliste. Oui. Parce que tu as pu canaliser ça sur d'autres choses. Mais tu n'étais pas comme dans un band aussi à un moment où je pense que tu avais... Oui, on était un groupe je veux dire, des gens d'affaires, des gens qui sont reliés au monde des affaires, qui se sont connus à l'intérieur d'un club d'affaires. Et puis, à un moment donné, on disait, toi, tu joues de la batterie? Ah ouais, moi, je joue du drum. L'autre, joue du piano, de la trompette. Il y a des artistes dans les gens d'affaires. Oui, on a fini par se faire un band. Puis, une fois par année, on fait un petit concert bénéfice là, avec les amis qu'on a. On invite les gens, puis on fait une soirée concert. Ah oui, c'est sympathique. Mais là Yves, OK, à travers
court début de conversation, tu as 4 enfants, vous avez 82 restaurants, puis là, tu fais de la voile, tu joues des instruments de musique, mais comme quoi tu dors juste 3-4 heures par nuit? C'est quoi le secret? Ouais, là, ça va mieux. On va dire, j'aurais pas fait ça il y a 20 ans quand l'entreprise était en pleine croissance, puis où j'étais toujours appelé à être sur le plancher, puis aux premières lignes. Mais maintenant, non, tu l'as nommé tantôt, on a la 3e génération qui sont très nombreux. Ils sont 25. Mes enfants, mes neveux, mes nièces, les enfants de mes cousins, de mes cousines. On œuvre toute la famille dans l'entreprise, puis les responsabilités se partagent. Puis maintenant, moi, à l'aube de la soixantaine... c'est là que tu as du temps pour explorer tes passions. Moi, ça fait seulement 2 ans que je suis propriétaire de mon bateau, puis j'espère avoir encore plus de temps l'année prochaine et l'année suivante pour en profiter. Bon, on te le souhaite. Mais là, tu nous amènes justement, on va arriver à ça parce que c'est quand même assez particulier, l'histoire, tout le côté familial de votre entreprise. Mais l'histoire de Benny & Co, c'est... puis on dit Benny, c'est pas Benny, c'est pas Benny, c'est Benny. Puis ça vient parce que votre nom est d'origine écossaise, tu me dis. Oui, c'est ça. Mon arrière-grand-père est arrivé à Montréal d'Écosse. Il est arrivé pour faire des affaires. James Benny. Et puis, c'est ça. Il s'appelait Benny et pas Benny. Dans entrepreneurs, les Écossais. Ouais. Oui, on a gardé ça dans le sang. Sauf que, après avoir fait plusieurs commerces, d'ailleurs, il y a un parc ici sur Sherbrooke qui s'appelle Old Park Benny Park. C'était en l'honneur de mon arrière-grand-père. Oui. Qui avait aussi un magasin général et qui était connu dans le coin. Et puis, à un moment donné, dans sa relève, mon arrière-grand-père lui-même, a vendu ça, puis est parti à l'aventure dans le nord de la Nodière en s'achetant un domaine. Et là, il est devenu gentleman farmer. Et voilà. Et là, ça commence. Donc, parle-nous de cette histoire-là qui est de comment, dans le fond, Benny & Co, là, ça origine de quoi? Parce que c'est ton père et ton oncle, et des oncles, plus qu'un oncle. Il y a comme 3 frères, je pense, au départ. 4 frères. Non, mais il était 7, en fait, même. Oui, effectivement. Je te laisse le raconter. Okay. Je te laisse le raconter. Mais c'est une longue histoire. C'est sûr que l'histoire de la famille Benny avec le poulet, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé de mon grand-père, qui était cultivateur dans le nord de la Nodière. Il y avait une ferme, il y avait une terre, il cultivait le tabac et tout ça. Et puis, il cultivait le tabac, hein? Oui. On n'entend plus ça, la culture du tabac. Ah non, c'est terminé, hein? Oui. Et puis, dans le temps, c'était très populaire. Puis, mon grand-père avait 8 garçons, dont mon père était le plus jeune, et 4 filles aussi. Donc, une belle famille de 12 enfants. Oui, famille québécoise du temps, là, très nombreuse. Et du temps que ces garçons-là ont été élevés sur une ferme, lorsqu'ils se mariaient, ils achetaient un petit lopin de terre, puis ils se repartaient sur une terre avec une ferme. Et là, à un moment donné, mon oncle Joe, accidentellement, lui, s'est mis à élever du poulet. Je dis accidentellement. Oui, c'est ça, les poulets sont arrivés. Parce que lui, en fait, c'est une drôle d'histoire. Là, si j'ai le temps de toute la raconter, c'est drôle, mais c'est toute une coïncidence. Mon oncle Joe avait une grande terre à tabac, en fait, qui a été détruite par... la récolte a été détruite par un verglas et puis par un gel, c'est-à-dire plutôt un gel qui est arrivé trop tôt dans le mois de septembre. Puis là, il n'a pas pu récolter son tabac. Et il y avait, dans ce temps-là, des genres de séchoirs à tabac qui ressemblaient étrangement à des petits poulaillers. Ah oui. Et l'un des amis de mon oncle, Joseph Georges, lui, avait un travail au couvoir et il élevait des petits poussins. Donc, il a donné des petits coqs à mon oncle Georges, qui a mis les petits coqs dans ses séchoirs à tabac, puis qui a fait comme si c'était un élevage de poulets. Et il s'est rendu compte à la fin de son élevage qu'il avait quand même fait un profit raisonnable, puis c'était intéressant d'être éleveur. Il vendait les poulets. Puis oui. C'est incroyable comment ça a parti comme ça. Qui aurait cru que c'est ça? Dans le fond, c'est un cadeau qui était mal enveloppé, sa perte de sa culture de tabac, parce que c'est ça qui l'a amené à faire l'élevage du poulet. Exactement. Puis là, il a dit, OK, fait que là, quand il a vu qu'il était capable de dégager un profit, il aimait quand même ça, élever les poulets. Là, c'est les 7 frères qui étaient intéressés à regarder ça. Okay, c'est comme et ça. Là, les frères Benny se sont dit, ah ouais, c'est bien ça. Fait que je vais me construire un poulailler moi aussi. Puis là, un autre poulailler, un autre. Finalement, les frères Benny, dans les années 50, sont devenus propriétaires de plusieurs poulaillers sur leur lopin de terre et se sont spécialisés dans l'élevage du poulet. Et non seulement se sont spécialisés, mais à un moment donné, ils ont dit, ça nous prendrait peut-être une meunerie. Comme ça, on pourrait choisir le grain, avoir notre propre approvisionnement pour nourrir nos poulets. Ils se sont fait une meunerie. Et un petit peu plus tard, se sont même fait un abattoir.
Alors là, il y avait... C'est l'intégration verticale, là, les Bénins, avant que... Tu sais, je sais pas, ils étaient-tu allés à l'école de commerce, mais eux autres, ça leur venait instinctivement. On va tout intégrer, tout verticalement, tous les services, qu'on contrôle la chaîne. Comme tu disais tantôt, je pense qu'il y a du sang écossais dans... du sang, oui, de commerçants écossais dans ces veines-là. Et puis, c'est ça, à la fin des années 60, ils avaient intégré verticalement tout l'élevage, l'abattage, la transformation, le poulet et tout. Et puis, mon père, lui, qui était le plus jeune des 8 frères, le cadet, il était machiniste de métier. Il avait ses poulaillers, il faisait son train le matin, son train le soir, puis entre les deux, bien, il allait dans son atelier, puis il réparait les machineries, il réparait les choses. Puis, à un moment donné, il avait un petit peu de temps de lousse. Il a décidé de se construire un four, pour faire rôtir leurs poulets. Il était fier, mon père, de leurs produits, de leur production. C'est un ingénieur, ton père. On va dire qu'il était ingénieux. Ingénieux. Parce qu'il n'avait pas son diplôme. Il n'avait pas son diplôme, mais il l'avait dans l'âme. Oui, effectivement. Puis il n'arrêtait pas. Il fallait toujours qu'il trouve la façon, la meilleure façon. Il était exigeant sur ses composantes, les pièces et la rotation des rôtisseries et tout ça. Puis là, il a inventé cette fameuse méthode de rôtir le poulet pendant plus de 3 heures, qui est encore ce que vous faites aujourd'hui. C'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. On est des dinosaures de la restauration. Faire cuire notre poulet en 3 heures. Il n'y a plus personne qui fait ça sur la planète, mais nous, oui, on a gardé cette marque de commerce-là. C'est dans notre ADN. On se dit, ben, c'est ce que mon père voulait faire. Il a cherché, il a fait des tests. Il fallait que son poulet rôtisse tranquillement, lentement, sans brûler et sans sécher. Donc, beaucoup de rotation, pas trop de feu, assez... Ce qu'on appelle le slow cook en anglais. Oui. Puis, est-ce qu'il a fait breveter cette machine-là? Parce que ça a commencé à changer le cours. Parce que là, vous avez commencé à rôtir les poulets. Bien, en fait... de ses plans originaux, ça a évolué beaucoup. Et puis, à un moment donné, on a confié aussi la fabrication de ces fours-là à un artisan qui était chevronné pour en faire plusieurs parce qu'on avait de nouvelles succursales à ouvrir. Puis, mon père, à l'époque, était aussi davantage un restaurateur qu'un machiniste. À un moment donné, il a fallu qu'il choisisse. Il ne pouvait plus faire les deux. Parce que l'étape qui a suivi, il faut que je la raconte, celle-là aussi est drôle, parce que mon père, avec ce four-là, il a mis ça dans une remorque. Et puis, lorsqu'il y avait eu un rassemblement familial, la famille Béné, neveux, nièces, cousins, cousines, tout le monde était là. Mon père a fait cuire son poulet. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été fini, les épluchettes de blé d'Inde. On a fait des épluchettes de poulet. Oui. Et tout le monde disait, mais Gilles, ton poulet, il est tellement savoureux, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas arrêter ça là. Et c'est là que les 8 frères, en 1960, ont décidé de mettre chacun $200 dans le projet. Puis ils ont ouvert une première succursale. Je te demanderai pas le $200, il vaut combien aujourd'hui? Si c'était facile comme ça, on en aurait plusieurs restaurants aujourd'hui. Alors, c'est comme ça. Là, et c'est comme ça que ça part. Vous partez des rôtisseries, mais ce que je comprends, c'est que là, chaque frère, il y avait comme un partage d'idées puis de rachats, mais pas mal, c'était quand même assez indépendant. D'ailleurs, les restaurants ne s'appelaient pas tous la même chose. Tu avais des petits coqs, c'est ça. Dans le fond, c'était propre à chacun de nommer son restaurant, puis c'était un partage de bonnes pratiques que vous faisiez entre les frères. Exactement. Mais qui le faisait, parce que c'était pas toi, c'était ton père et ses frères. Mon père et ses 7 frères. Et ses 7 frères. Oui. Et chacun un beau avait un frère restaurant, aussi, là. il faut le nommer. J'avais aussi un oncle qui était le mari de ma tante Rita, mon oncle André Aubin, et lui aussi était dans l'aventure. Il fait partie de la famille. Bon, il était les 8 frères plus le beau-frère. Et là, ils ouvraient, c'est ça, de temps en temps, il y en a un qui disait, moi, ça me tente d'aller à l'aventure, je vais ouvrir ma rôtisserie à Sherbrooke. Et il ouvrait sa rôtisserie à Sherbrooke. Un autre, c'était Montréal, l'autre, c'était Trois-Rivières, l'autre, c'était Shawinigan, et puis les 8 frères se sont éparpillés d'est en ouest dans la province de Québec en ouvrant des succursales des rôtisseries. Puis ils ont laissé aller l'élevage, ils ont laissé aller l'aviculture pour se concentrer à 100% dans la restauration. Okay. Fait que là, à ce moment-là, vous devez vous approvisionner à l'extérieur. Ça ne demeure plus vos poulets. Parce que là, il fallait mettre l'énergie sur la rôtisserie. Oui, c'est une décision qu'ils ont prise en 1970 ou aux alentours de ces années-là. Là, donc, on a une première passation, tu as la première génération, c'est une super histoire entrepreneuriale, c'est le fun de voir comment... Tu vois qu'il y a beaucoup d'ingéniosité puis de prise de risque. À chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, ou ils en créent une, ou ils vont de l'avant. Mais là, il faut que tu intéresses la deuxième génération. Fait que moi, ce que j'ai lu intéressant, c'est que vous avez été élevé, pour la plupart, vous habitiez en haut des restaurants.
Fait que dans le fond, tu as grandi dans le restaurant. Est-ce que j'ai bien lu? Oui, mes Yves? frères et sœurs, mes cousins, cousines, bien souvent, on habitait au deuxième. Puis quand on avait l'âge là, de descendre les marches, là, sans se faire mal, ben on pouvait commencer à travailler. Ouais. Tu es tombé dans la sauce quand tu étais petit. Là. Oui, c'est ça. Alors là, vous voyez, ça vous vient naturellement. Vous êtes tellement exposé à ça dès que vous êtes jeune. Vous travaillez tous dans les restaurants. Il n'y en a pas qui se disent à un moment, « Ah, ben moi, je ne travaillerai pas dans le restaurant, là, ou je ne suis pas intéressé par l'entreprise familiale. » Comment vous vous intéressez, vos générations, à s'impliquer? Je dirais que c'est d'une façon très ouverte. Mes oncles ont, pour la plupart, laissé les entreprises à mes cousins ou mes cousines qui avaient de l'intérêt pour. Ceux qui n'en avaient pas, ils faisaient autre chose dans la vie. Puis mon père, là, c'est arrivé vite, mon père, parce qu'il était un petit peu malade. Et puis, il a cherché la relève rapidement. Puis c'est mon frère Jean, le plus vieux, qui a repris, avec d'autres associés, le contrôle de la rôtisserie que mon père avait à Montréal. Puis ça a été, pour moi, ça a été un petit peu plus loin en 84, là, avant d'ouvrir ma première succursale, quand j'ai terminé mes études en marketing. Fait que là, OK. Là, vous êtes combien, toi, dans ta famille, Yves? On est 6, 3 gars, 3 filles. 3 filles, OK. Ouais. Est-ce que c'est ça, le secret des bénis? C'est faire beaucoup d'enfants? Parce que là, on parle de 35 membres de la famille qui travaillent encore. Là, au début, vous étiez comme 8 frères avec un beau-frère. Toi, t'es 6. Mes 2 frères et moi, on a 14 enfants ensemble. OK, c'est ça. OK. Ça Il y a quelque répond à chose, ta là. question. Parce que pour avoir une relève, tu sais, au Québec, il y a un problème de relève. Il y a beaucoup d'entreprises qui se grattent la tête pour savoir d'où va venir la relève. Clairement, c'est pas votre modèle d'affaires. Ça s'applique pas chez vous. Il n'y en a pas de problème de relève. Ah non, nous, c'est le contraire. On travaille sur comment intégrer tous ces gens-là en même temps, puis essayer de ne pas faire de vagues, mais faire de la réussite avec cette intégration-là, la 3e génération. Je dirais que la 4e génération, ils commencent, mais ça, c'est des plus jeunes. Oui, ils sont étudiants, là, ils travaillent fin de semaine, l'été. Mais en même temps, c'est la même chose. Il y a un intéressement, ils sont dans les restaurants. Donc, c'est là que ils voient comment ça fonctionne. Il faut que ça parte de là pour qu'éventuellement, ils peuvent dire, OK, mais moi, j'ai le goût d'en ouvrir un ou d'en contrôler. Ah oui. Vous avez toujours été exposé dans les restaurants. Oui, tout à fait. Dès que vous étiez jeune, là. C'est pas tout le monde qui ont eu la flamme ou qui ont eu la persévérance ou qui ont eu l'envie même. Parce que moi, quand j'ai fini mon cours en marketing, je voulais travailler en publicité, je voulais travailler en marketing. Ah, OK, toi, t'étais un marketing, le Concours côté de pur, circonstances. À cette époque-là, mon père, il s'ennuyait beaucoup parce qu'il était trop jeune pour avoir pris sa retraite. Puis là, il voulait ouvrir un petit restaurant de poulet à Saint-Félix-de-Valois, dans le nord de la Naudière. Je connais très bien. Il y a beaucoup de volleyball qui se joue à Saint-Félix-de-Valois. Oui. Imagine une population de 4000 habitants. Moi, je disais à mon père, ben là, tu perds ton temps, là. Mais regarde, je vais t'aider à l'ouvrir, la petite succursale, puis après ça, je vais repartir parce que je veux faire d'autres choses dans ma vie. OK. Mais c'est comme ça que jamais reparti. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui fait que finalement, une fois que tu as ouvert la succursale, tu as dit, ben finalement, j'aime ça? Bien, au début, j'étais encore un peu pris au piège parce que je me disais, si je pars, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas tenir, il faut que je reste encore, Puis là, ben, au fur et à mesure que je restais, les activités augmentaient. Puis là, on engageait du nouveau personnel. Puis là, ça grossissait. À un moment donné, c'est venu que là, je me suis dit, bon, ben, c'est quand même le fun. Ça roule. Ben, c'est fun de voir son entreprise qu'on part de quelque chose de petit qui, à chaque fois qu'on met de l'effort, on voit le fruit de notre effort, les résultats. Oui. Ton père, est-ce que ton père, c'était comme, il savait, s'il vous plaît, ce qu'il faisait quand il t'a demandé de l'aider pour ouvrir ça? Oh, il y avait sûrement, oui, un pif énorme pour la business, mais en même temps, il me disait tout le temps, « Oh, on va garder ça petit. » Il ne voulait plus avoir de grosses business à gérer. Il voulait juste s'amuser, tu sais. Il voulait se désennuyer. Mais c'est devenu gros pareil. Même c'est ça, parce que c'est vrai que c'est petit, Saint-Félix-de-Valois, c'est devenu gros. Mm-hmm. Les gens ne venaient pas juste de Saint-Félix dans ce cas-là, parce que tu n'as pas le bassin pour... Le restaurant de Saint-Félix, il fête son 40e anniversaire cette année. Wow. Moi, j'avais commencé à 20 ans, j'ai 60. Bon anniversaire à toi et au resto. Merci. Et c'est un des restaurants qui est le plus... un des meilleurs restaurants du groupe, là, de la famille. Qui fonctionne le mieux. Dans un tout petit village. À quoi tu expliques ce succès? Oh mon Dieu, qu'on y a travaillé fort. Oh, c'est ça, il n'y en a pas de recette magique. Oui, on était présents. On a aussi essayé d'inculquer cette culture-là de prendre soin des clients, à tous nos employés.
Mon frère disait toujours à la blague, Vincent, mon frère plus jeune, on est associés ensemble depuis ce temps-là, depuis le début. Il disait, il faut se pitcher sur le client. Puis là, il rentre, on se lance dessus. Là, les employés regardaient, ils l'écoutaient, puis les yeux venaient grands. Je dis, non, c'est au sens figuré, là. Lancez-vous pas dessus, mais à courir vers le client. Il faut sécuriser le client quand il rentre tout de suite, dire bonjour, puis accueillir. Ça se fait en restauration rapide. Comment? Écoute, il y a beaucoup de questions. Là, on va parler de ça. Je t'amène aux autres après. Donc, comment tu fais ça en restauration rapide? Parce qu'il me semble que les restaurations rapides, ça semble quasiment passif. Là. Ils attendent que tu viennes prendre ta commande derrière le comptoir. Mais là, vous dites non, il faut que quand le client rentre, on le sécurise. Bien, il y avait une particularité, c'est qu'à Saint-Félix, on recevait beaucoup de clientèle touristique ou de passage. Puis, bon, ces gens-là avaient la chance aussi d'arrêter ailleurs s'ils auraient voulu. Donc, il fallait quand même être attentif à eux. Puis, quand on parle de restauration rapide, là, ben, je suis mitigé un peu parce qu'on prend 3 heures pour faire que notre poulet. Donc, je me dis, ça ne doit pas être si rapide que ça. Donc, c'est vrai que c'est servi avec des frites. Là, mais... Le service est rapide, mais tout le processus ne l'est pas. Oui, c'est ça. Bien noté. Et puis, pour satisfaire à la clientèle, ben, on s'est dit, ben, on va faire aussi une salle à manger. Puis, c'est un des rares restaurants de la chaîne qui a une salle à manger avec du service aux tables et qui avait aussi des événements, une salle pour les réceptions, ainsi de suite. OK, fait que c'est devenu... Oui, ça a pris... un plus. C'est ça, un plus pour même Béni la population. compagnie plus, là. Oui. Mais justement, comment vous avez... Là, il y a eu un moment... Vous avez été combien de frères à reprendre? Frères et cousins? Parce que là, on est passé de la première génération à la vôtre. Vous avez été combien à reprendre ça? Le gros défi, pour répondre à ta question, le gros défi aussi, c'était, à un moment donné, dans les années 2000, des chaînes de restaurants, il y en avait plusieurs au Québec qui s'étaient implantées rapidement pendant les années 90, 2000. Puis là, on regardait tout ça, puis... Mes cousins, mes cousines, mes frères et moi, puis on faisait toute la même chose, mais chacun indépendamment de notre bord avec notre marque de commerce. Là, vous avez regroupé. Mais juste avant qu'on arrive à ça, moi, au départ, combien vous étiez pour vous... Parce que là, vous avez... Les premières tentatives de regroupement de la famille, on était, je dirais, 16, 17. OK, mais il y a 16, 17 cousins et cousines que là, vous vous occupez des restaurants que vos pères ont partis. Oui, puis ceux qu'on avait ouverts dans l'intervalle, on avait développé un peu. Mais là, c'est là que vous êtes encore quand même assez indépendant. Chacun fait sa chose. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis là, c'est ton frère Jean qui est devenu... C'est ça. Comment ça s'est fait, dans le fond? Le défi, c'était par rapport au marché, par rapport à la concurrence, par rapport aussi à l'économie d'échelle, à pouvoir négocier mieux avec nos fournisseurs des meilleurs tarifs. Tout ça. On s'est dit, là, on fait toute la même affaire, on négocie tout avec nos fournisseurs, mais si on mettait tous nos volumes ensemble, ça ferait un volume d'achat phénoménal. Ensuite, ça nous donnerait peut-être aussi des outils pour développer plus facilement. Et aussi, en fin de compte, la mise en marché qui nous coûtait cher à l'époque parce qu'on avait à imprimer nos boîtes, on avait imprimé nos menus, tout ça indépendamment, chacune des marques. Il y avait plusieurs marques. Et là, c'est là que mon frère Jean, lui, a pensé à créer la marque Béni Compagnie. Puis tout le monde a voulu embarquer? Comme vous avez réussi à convaincre le reste de la famille? Pas tout le monde, la majorité. La majorité. Oui, on était 12-13 cousins-cousines qui se sont réunis sous la bannière Béni Compagnie à ce moment-là. Moi et Vincent, mon frère plus jeune, on était proche de Jean, donc on a aussi participé à créer... pas la marque parce qu'elle était créée, mais à créer le franchiseur, on va dire, Béni Frères. Béni Frères. Là, vous êtes devenu un franchiseur, dans le fond, pour la famille. Oui. Toi et Vincent, vous aviez déjà plusieurs restaurants ensemble. Dans le fond, tout le monde s'était partagé. Puis Jean, lui, avait ses restaurants. C'est ton frère Jean avait ses restaurants. Oui. Mais lui a dit, on doit se regrouper. Puis là, vous vous êtes assis ensemble. Puis c'est là qu'il y a une entente, pour la plupart, que vous avez dit, OK, on embarque. On s'est regroupés les 3 frères ensemble. On a créé l'entité Béni Frères qui est devenue un franchiseur. Et là, nos cousins, nos cousines, tranquillement, un à la suite de l'autre, sont venus dans la bannière. Oui, parce que là, on faisait on offrait tous les services d'un franchiseur, service marketing, service d'approvisionnement, service comptabilité, finance,
RH. Donc, c'était toutes des économies d'échelle à tous les niveaux, dans chacun des départements de l'entreprise qu'on faisait. Puis en même temps, on ne pouvait pas être chacun de notre côté le meilleur en marketing ou le meilleur négociateur en approvisionnement ou whatever. Oui. Donc, de regrouper toutes les forces de chacun de nous, puis d'identifier aussi à l'époque, moi je m'occupais du marketing à l'époque parce que j'avais des connaissances quand même, mais ça m'a vite dépassé. Puis là, il a fallu engager un vrai VP marketing parce qu'on est tombé à 25, à 30, puis à 40, puis à 50 restaurants à un moment donné. Puis, OK, là, vous êtes allé en mode croissance. Ouais. Mais moi, j'ai une question. Là, c'est tous les membres de la famille, tout le monde est un peu entrepreneur. Ça ressemble à quoi les chicanes de famille dans les bénis? Ben, Tu sais, là, t'as tout le monde, comme, vous êtes beaucoup, vous êtes tous impliqués à plein de niveaux. Ça doit être... c'est soit spectaculaire, vous avez un don de vous entendre. Je dirais qu'on a d'autres entendre, je touche du bois. On était quand même... Il y a eu quelque chose qui s'est produit, là, à un moment donné, un litige qui s'est réglé en cours. Mais si on met ça de côté, là, ça a été relativement très, très bien. Puis, vous partagez une vision. Oui, puis des fois, je dirais, la recette pour ça, c'est curieux, mais en même temps qu'on développe nos restaurants, on a aussi développé une fondation. On a la Fondation Béni et compagnie. Mission pour aider du répit aux jeunes qui sont dans le besoin. Exact. On donne du répit aux familles, aux parents qui ont des enfants différents, qui ne trouvent pas personne pour faire garder leur enfant ou pour prendre un week-end. Nous autres, on s'occupe de ça. On essaie d'être là au bon moment pour que les familles puissent continuer à survivre dans ces passages-là. Et le fait d'avoir créé la Fondation, ça nous donnait plusieurs fois par année l'avantage, je dirais l'opportunité de se voir dans une campagne de financement ou dans un tournoi de golf ou dans un souper gastronomique. Et c'est ça qui vous rassemble. La famille, là, on est des gens de party, nous autres. Ça fait que ça a été comme, c'est le fun parce que, on fait de la business, mais aussi on se voit ailleurs. On se voit pas juste au bureau ou en réunion. Dans des occasions le fun, des occasions qui nous regroupent, qui nous rassemblent. Puis souvent, c'est le temps de s'éclater, ou c'est le temps d'aller dire le petit mot à quelqu'un pour régler une situation ou quelque chose qui peut accrocher de temps en temps. C'est sûr qu'on en profite. C'est normal d'avoir des accros, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de communication. Énormément. Mais on dira pas, on dira pas qu'on communique toujours assez. Il y a encore du progrès à faire. À plus de communication. Ouais. Puis là, tu nous as mentionné aussi qu'il y a eu un moment où là, vous vous êtes mis en phase croissance. Puis vous avez connu une croissance fulgurante. Juste de 2009 à 2019, on parle des profits qui ont augmenté de 670 %. C'est pas toutes les entreprises qui... Mais c'est un beau problème à gérer parce que tout le monde aimerait avoir des genres de chiffres comme ça, mais une croissance de cette importance-là, ça vient avec son lot de défis. Ouais. Puis je serais curieuse de t'entendre aussi d'abord comment vous avez géré ça, cette croissance-là, puis qu'est-ce qui vous a amené en phase croissance énorme. Mais là, on va laisser tout le monde sur le suspense parce qu'on va aller à une pause, puis on revient là-dessus. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. en compagnie de Yves Béni, notre invité qui est vice-président de développement des marchés et copropriétaire de la plus grande chaîne de rôtisserie québécoise familiale Béni & Co. Yves, on parlait justement, avant qu'on prenne notre pause, de la croissance fulgurante que vous avez connue. Il y a eu une croissance, c'est ça, vous êtes passé surtout du nombre d'emplacements de restaurants. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre cette croissance-là? C'est un peu naturel, là. Je dirais là, qu'en 2009, on avait 12 restaurants. Et puis, juste le fait de réunir mes cousins puis mes cousines avec mes frères, ça fait boule de neige rapidement. Mais ensuite, la grande... 12 restaurants, ça, c'était toi et ton frère Vincent. Et Jean, oui. Et Jean, vous trois. Ça comptait pas les cousins et les cousines. Puis là, en vous regroupant, déjà là, là, vous vous êtes ramassés. Oui, on avait un petit noyau, 12 restaurants. On s'est dit, on fait ensemble pour ces 12 restaurants-là. Et vite, l'intérêt de mes cousines est arrivé aussi pour dire, nous aussi, on aimerait ça faire partie de la marque. Et puis, bien entendu, on avait des conditions winner pour nos cousins, nos cousines. C'était pas... on était quasiment une OSBL. Là, où, dans le fond, les financements, ils étaient très généreux au début. Oui, puis on était
en dehors vraiment de ce que les franchiseurs vont chercher comme redevance. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire boule de neige le plus vite possible puis regrouper les cousins. Il y avait vraiment cet intérêt-là, par contre, de la famille. On reconnaît. Vous portiez plus votre chapeau famille dans le sens qu'on veut avoir du succès, mais si c'est notre famille, on va leur donner des bien meilleures conditions. C'est ce que j'entends. Ah oui. En partant, ce qu'on se disait, c'est s'ils sont capables de faire des économies d'échelle sur leur approvisionnement, c'est une chose. Mais deuxièmement, nous, on ne veut pas faire un profit de franchiseur avec les exploitations de notre famille. On va juste faire ça, l'eau redevance, les redevances minimum pour faire fonctionner quand même le siège social parce qu'il y avait des dépenses pour puis, couvrir du développement et tout. Et puis, ça a bien fonctionné. Puis, à un moment donné, on s'est ramassé. J'imagine que c'est gagnant pour tout le monde. Là, là, quand on a franchi le 35 restaurants, on s'est dit, bon, là, OK, ça, c'était le niveau zéro, là, la barre de la rentabilité pour un siège social avec toute l'organisation qu'on avait. Ouais. Puis ensuite, ça a grimpé à 50. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à 80, au-dessus de 80, 82. C'est 80, oui, vous êtes rendu à 82. Oui. Là, c'est toute la famille. Là. Tout le monde. Comment ça fonctionne le modèle d'affaires? Si on veut un restaurant béni, il faut avoir un lien familial béni. Oui, bien là, j'ai des bonnes nouvelles pour les gens qui sont externes à la famille. C'est parce que là, les circonstances ont voulu aussi que la troisième génération, mes neveux, mes nièces, qui étaient les enfants de mes cousins et cousines, ont voulu reprendre ça en main. Et non seulement ça, mais ils ont voulu aussi développer. C'est pour ça qu'on a une si belle croissance si rapidement. Tout le monde fait beaucoup d'enfants dans votre famille. Fait que aussi, il y a ça. Il y a un peu de ça. Mais on va dire que, admettons, mon neveu qui est du côté de, je sais pas, de la Rive-Sud, il me dit à mon oncle, quand tu auras une occasion, quand tu verras un terrain, quand tu verras un beau site pour ouvrir une deuxième succursale dans mon coin, j'aimerais ça. Les jeunes, ils sont intéressés. Là, ils étaient là même à quémander et à mettre de la pression sur moi. Moi, j'étais... Parce que toi, tu es en charge du développement, c'est ça, c'est ton dit. J'étais en charge du développement, il fallait que je réponde à la demande. Et puis, c'est ça, ça a fait quand même rapidement de la croissance parce qu'on avait tous ces nouveaux, en fait, des franchisés, on va dire, aguerris, qui connaissaient déjà quoi faire, qui savaient qu'ils étaient capables d'expandre leur savoir-faire sur plusieurs restaurants dans un territoire limité. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, le modèle, c'est que tout le monde a toujours été en contact avec ça. Ça fait partie, c'est comme, c'est le patrimoine familial. Mais là, tu m'as dit que, est-ce que j'ai compris que là, vous ouvrez un peu la famille? C'était drôle à dire parce qu'à l'époque, bon, j'avais de la relève, on avait de la relève, on avait des cousins dans l'Outaouais, dans la région de Québec, en Montérégie, partout dans l'Estrie. Et puis, là, mes neveux, mes nièces ont commencé à avoir leur dû. Là, ils ont pas mal d'opérations supervisées. Et puis, il arrive que dans un territoire donné, admettons, moi, je vois qu'il y a une opportunité pour Béni et compagnie, mais j'ai peut-être pas de neveu ou de nièce qui est prêt à le prendre. Donc, oui, on s'ouvre un peu c'est comme que ça. là, qu'il y a quelqu'un qui voudrait joindre la grande famille pourrait avoir une opportunité, une licence. Une franchise d'exploitation. Donc, vous continuez à être en mode croissance. Puis là, c'est là que le modèle va s'ouvrir un peu. Oui, il reste encore quelques territoires, là, je dirais, au Québec, là, parce qu'on garde ça au Québec pour l'instant. Et puis, il reste quelques territoires à développer. Ouais. Comment, je sais que vous avez beaucoup, j'ai vu que vous avez aussi pas une mission, mais vous vous êtes donné d'être le plus vert possible dans vos opérations. Mm-hmm. Mais comment est-ce que ça fonctionne avec de la restauration qui n'est pas rapide, mais comme même en restauration, le type de restauration que vous faites qui a beaucoup de livraisons aussi, comment vous arrivez à... Est-ce qu'on peut être vert et en même temps faire le type de restauration que vous faites? Je pense que oui. D'abord, ça commence déjà aux opérations. Hein. Comment on gère les déchets, comment on gère la consommation. Nous, aux opérations, on est minimaliste tout le temps. Là. On a le minimum d'emballage. Tous nos emballages sont 100% compostables ou recyclables. Tous vos emballages. Oui, si tous nos emballages. Du Béni, ce que je fais, c'est tout compostable. Oui, absolument. Puis en restaurant, ça fait longtemps qu'on sert les gens dans de la vraie porcelaine avec des vrais ustensiles et qu'on fait le lavage des ustensiles et de la vaisselle. On n'utilisait pas depuis longtemps du styromousse ou des assiettes de carton ou des ustensiles de plastique. Donc, on a mis ça de côté. Puis on essaie d'être le plus vert possible au niveau des opérations, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les fournisseurs.
Et avant la pandémie, on avait quand même de l'approvisionnement qui venait de l'extérieur. Puis on s'est rendu compte que valait bien. On avait déjà négocié, puis on s'est entendu avec des producteurs agricoles du Québec sur certains produits, comme les tomates. Mais là, on a poussé la machine après la pandémie, nous servi de leçon. Puis là, on a des contrats. Beaucoup, que c'est avantageux local. Vous êtes à 80 approvisionné au Québec, 10 à l'extérieur du Canada, fait que 90 d'approvisionnement canadien. Oui. Et puis ça, c'est la pandémie qui vous a permis d'amener ça à ce niveau-là. C'est ça? En fait, était quand même pas mal bon, mais là, on a rentré en performance là-dedans, puis on a closer des ententes avec des producteurs. Ils sont là, ils sont derrière notre siège social, là, les champs, là, dans le coin de Mirabel, puis, tu sais, pas loin de Blainville. On a tout ça à proximité, fait que, oui, on est vraiment contents aussi. C'est des familles comme nous, tu sais, des familles québécoises qui œuvrent dans ces domaines-là, puis c'est le fun de prendre entente avec eux. Bien, tu sais, je t'écoute depuis tantôt, Yves, puis je suis incapable de dissocier le côté très, très famille que j'entends même dans votre façon d'opérer, comme justement d'avoir d'autres familles, de vous approvisionner du côté local, ça amène tout ça, les gens, comme avoir un lien avec les gens d'approvisionnement. Puis est-ce que le côté vert, c'est ça aussi qui a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce virage-là? Tu dis la porcelaine déjà dans les restaurants, ça fait longtemps? Je te dirais que ça fait longtemps. À l'époque, à Rawdon, en tout cas, de ce que je me souviens d'un de mes premiers restaurants, dans les années 2000, 2004 peut-être, on avait fait la collecte à 3 voies du côté des clients. Tu sais, qu'à l'époque, tous les fast-foods qui existaient au monde, il y avait une seule poubelle. Puis nous autres, on avait les 3 poubelles, compost, recyclage, puis déchets. C'est vous qui avez parti ça? Je pense que tu as influencé, oui? Bien, ça se peut. Non, ça existait probablement en Californie. J'ai dû voir ça quelque part. Mais pour l'implanter, oui. Puis avec la municipalité de Rawdon, qui était très aussi à la défense de l'environnement, on avait développé ça. Puis là, on a économisé, je pense, c'était 80% de tout ce qu'on envoyait au site d'enfouissement. Maintenant, on le recyclait ou on le compostait. Donc, on avait diminué nos déchets enfouissement. C'est payant d'être vert. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, c'est ça. Fait qu'il y avait, c'est ça, vous l'avez fait, mais est-ce que tu savais que ça serait payant quand vous l'avez adopté? Oui, ça demandait un effort à la clientèle. Mais d'être reconnu par la clientèle comme quelqu'un de je sais pas, quelqu'un qui tient, qui a l'environnement à cœur, oui, c'est payant. Je pense qu'il fallait le faire. Oui. Bien, bravo de l'avoir fait. Une autre, je regardais aussi, quand on va en épicerie, on voit les produits Ben & Co. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir avoir vos produits en épicerie? C'est quoi votre meilleur vendeur, le fun? Bonne question. Je pense que c'est les côtes levées. Les côtes levées? Oui, je dirais les côtes levées. Puis ensuite, tous les petits trucs qu'on achète au congélateur pour les gros parties, là, pour les Super Bowls. Là. Ça, là, on en a vendu. Ah oui. Ah oui, les petites bouchées, là. Oui. Filet de doigts de poulet, là, etc. Oui. Ben oui, ça c'est arrivé aussi parce que on se faisait solliciter depuis longtemps et puis on n'était jamais trop prêt à faire ça. Et puis début pandémie, on s'est fait comme OK, là la restauration, ça nous a ébranlé. Et puis on s'est dit ben les gens arrêteront pas de manger. Par contre, mais tu sais le restaurant des fois ça peut ne pas aller. Alors on s'est lancé là-dedans aussi à peu près dans le début de la pandémie. Puis ça a réussi tout de suite après la première année. Vous avez réfléchi à ça. Mais toi, tu es en charge du développement. Fait que vous partagez toutes ces idées-là, vous êtes plusieurs comme de la famille qui vous asseyez et dites OK, puis après ça, comme vous votez ensemble pour dire on va vers de l'avant, ou il y en a quelques-uns qui ont comme un veto puis dire c'est ça qu'on adopte? Oui, c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, on a au siège social des départements, des divisions, et puis il y a un département d'approvisionnement. Et maintenant, le département d'approvisionnement gère aussi le détail, ce qui est vendu à l'épicerie, et aussi gère une usine qu'on a achetée pour la transformation alimentaire. C'est un troisième volet qui est venu aussi avec la pandémie. Dans les bonnes traditions de vos pères, là, il y a l'intégration. on retourne à l'intégration verticale un peu, la préparation. Oui, mais ça complète aussi, je pense, le scénario de Benny et compagnie d'être un peu présent à l'épicerie et dans la vie de tous les jours des gens, puis en même temps aussi de pouvoir s'appuyer sur un approvisionnement solide que nous, on
contrôle. Et on ne veut pas tout contrôler sur la planète, mais ça Ça, pour c'est l'alimentation, là, ouais, pour ce qui rentre dans nos restaurants, on aime bien contrôler. Oui. Est-ce que Yves, Benny & Co a le meilleur poulet? Ça, c'est une question. Parce Alors, que ça, j'ai vu, là, c'est intéressant. Là. Il y a des débats là-dessus. Je sais que dans la publicité, on n'a pas le droit de dire ça. Mais, là, entre toi puis moi, là. Bon, OK. C'est pas une publicité, c'est juste une confidence que je fais. C'est ça. Je vais à travers le monde. À chaque fois que je vais en voyage, j'essaie de manger du poulet partout. Partout où je voyage, j'essaie de manger du poulet. Puis je peux t'assurer qu'on a le meilleur poulet rôti au monde. OK. Bien, écoute, ça, moi, je... De ma connaissance, OK? Ça me va. Je prends ça, déclaration. Dis-moi, Yves, en ce moment, vous travaillez sur l'effet « wow ». C'est quoi l'effet « wow »? L'effet « wow » quand le client entre, j'imagine, ou... Bien, c'est que j'ai vu, c'est ça. Il y a une politique, il y a deux volets. Vous avez l'effet « wow » pour quand le client rentre. Vous avez aussi une école resto. Je pense que ça, vous travaillez beaucoup sur la rétention avec vos employés. Vous avez 50 de votre main-d'œuvre, c'est des étudiants, des très jeunes, donc ça vient avec son lot de défis. Et ce que je regardais en faisant la recherche, c'est tout le côté, justement, wow pour nos employés, wow pour le client. Oui. Bon, c'est très important. Je pense qu'une des missions premières, pour ma part, dans l'entreprise, c'est d'être toujours le meilleur employeur du secteur de la restauration. C'est difficile, la restauration. Oui. Nos employés travaillent à des heures incroyables, dans des conditions souvent très difficiles. Quand tout le monde est en congé, tout le monde fête, nous, on travaille. Et puis, je me dis, s'il faut soulager et s'il faut amener quelque chose à nos employés, c'est bien un climat de travail, un milieu de travail qui soit agréable, puis qui soit plaisant. Puis, je leur dis, ça ne nous empêche pas d'être performants, le fait d'avoir du plaisir au travail. Au contraire, on va être plus performants. Donc, prendre soin des employés, prendre soin aussi de leur formation. De là, l'idée de partir, d'ouvrir un resto-école. On a fait ça, un premier test, comme dans le nord de la Naudière, pour un certain nombre de restaurants qui gravitent alentour. Donc, on veut améliorer les compétences des gens. On veut aussi leur inculquer la culture dès leur première expérience de travail. Puis c'est très important pour nos gestionnaires de comprendre aussi que quand tu travailles chez Benny & Compagnie, tu ne travailles pas pour n'importe quelle chaîne de restaurant. Tu travailles pour une chaîne de restaurant qui a énormément de respect pour ses employés, qui a une culture de team. D'ailleurs, on a des valeurs, on a plusieurs valeurs, mais on nomme 3 valeurs dans nos restaurants. Le respect, l'esprit d'équipe et l'excellence. Et ces 3 valeurs-là, on les regroupe, on en parle souvent avec les employés dès leur embauche. C'est important. Tu vois que ça me touche même. Mais écoute, j'aime beaucoup cette valeur-là de respect qui est mise de l'avant. Des fois, on entend parler, on dirait qu'il y en a une perte de respect qu'on entend parler même dans la société. Peut-être avec la pandémie, les gens ont vécu beaucoup de choses, puis ça nous a mis à fleur de peau pour des choses. Alors, le respect, ça soit c'est la première valeur que tu as nommée. J'ai comme l'impression que vous n'auriez pas pu bâtir une entreprise familiale à la hauteur de ce que vous avez fait si vous n'en aviez pas eu du respect entre vous. Donc, j'imagine que ça commence par là. Ouais. Le respect. Et qui ne veut pas être dans un environnement où est-ce qu'ils se sentent respectés? D'abord comme employé. Tu sais, si tu veux respecter les clients, il faut que tu commences par être respecté comme employé. D'ailleurs, je dirais que tu sais, la croissance, ça s'offre à nous quelquefois, puis on pourrait prendre des décisions, de dire, oh, on veut ça big, on va grandir. Puis moi, à chaque fois, j'ai fait un move pour agrandir le cercle, agrandir les tentacules de Benny & Compagnie. Je l'ai fait toujours en respect de mes employés. Je me disais, est-ce que vous voulez grandir? Est-ce que vous en avez assez? Dans mon équipe, je leur disais ça. Là, il y en avait qui disaient, quand on est parti de 2 à 3 ou à 4 restaurants, c'était comme, ouais, c'était beaucoup. Là. On ouvre un 5e ou pas? Ben là, j'ai dit, ça va dépendre de vous autres. Parce que moi, je suis bien prêt, je suis willing, je vais le faire, mais je ne le ferai pas tout seul. Puis je vais le faire avec vous autres en équipe. Et là, on rembarquait en plus l'esprit d'équipe. Ben oui, toujours comme... donc, ils se sentent partie prenante de la décision. Donc, ils veulent que ça fonctionne parce qu'ils ont dit oui. Au début, ils ont dit, OK, on embarque. Oui. Donc, puis les jeunes, ils embarquent là-dedans parce que justement, avec votre main-d'œuvre, qui est comme à 50 de très jeunes, vous êtes capable de les embarquer dans ce modèle-là. Oui. Oui, c'est stupéfiant comment on a des enfants, on a les jeunes, la génération montante, puis des fois, ils vont travailler en succursale, puis ils s'installent, puis ils travaillent à la place au poste de routisseur, ou comme moi, je pourrais le faire, mais là, je
Je commence à être un petit peu vieux pour avoir la cadence, là, mais j'étais capable. Ah oui. J'étais capable de prendre les outils en main, puis d'être rôtisseur, puis de servir le poulet, tout ça. Puis nos enfants le font, puis ils sont capables de le faire devant les employés qui sont nouveaux. Puis ça, c'est un drôle de témoignage. C'est des fois, même... je leur dis, faites plus ça, là, mais aller monter sur les escabeaux puis laver les hottes pour montrer comment ça se fait l'entretien, ben c'est une normalité chez nous, là. Mes enfants peuvent le faire. À fond, tout le monde, il faut que soit capable de le faire. Ouais. Vous n'êtes pas dans votre tour de verre, là. C'est ça que j'entends. Vous êtes sur le plancher, vous savez, vous êtes capable de faire tous les postes de travail. Il ne faut pas y être toujours sur le plancher, mais on est capable de l'être. Vous êtes capable de l'être, c'est ça que les employés voient. Yves, ça va toujours très vite. Puis là, on aime ça rentrer dans nos questions philosophiques. Tu l'as mentionné, là, tu vas fêter bientôt tes 60 ans. Tu as toujours été, dans le fond, entrepreneur depuis que tu es jeune. Vous avez bâti quelque chose d'incroyable. Comment est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Ah ben moi, là, c'est drôle. Si je pose ces questions-là à mes neveux, mes nièces, ils disent, toi, Yves, t'aimes ça avoir du plaisir au travail. C'est ce qu'on retient de toi. C'est le plaisir d'abord. Après ça, la performance, mais le plaisir. Il faut qu'il y ait du fun. Ouais. Moi, j'endosse ça. Ouais. Tu sais, quand ça réussit, là, c'est toujours bien le fun d'avoir eu du fun. Si je me plantais à chaque fois, là, je ne ferais pas pareil. Mais en même temps, tu sais, quand tu as du plaisir au travail, tu n'as pas l'impression de travailler. Ça fait de toi que tu es capable de travailler pas mal plus. Oui, exact. C'est quand même pas bête comme plaisir. Moi, je vais me reposer au travail des fois. Écoute, c'est tellement le fun, message à recevoir. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui écoutent ça, puis être entrepreneur, ce serait quoi les conseils que tu aimerais leur partager? Bien, pas se mettre de barrière, parce que ça, quand j'ai parti en affaires, j'avais quand même pas vraiment déterminé où est-ce que j'arrêterais, où est-ce que ce serait satisfaisant, ou qu'est-ce qui était possible. Je travaillais, puis la tête baissée un peu, comme mes frères aussi, on a fait un peu ça, puis à un moment donné, on s'est levé la tête, puis on a dit « Oh boy, on est rendu loin! » Faut croire. Fait que vous n'avez jamais... Vous, c'est juste, on fait ce qu'il y a à faire, puis c'était pas... Il n'y avait pas un plan quinquennal ou dans 10 ans, ça... Oui, là, quand on est arrivé dans le stratégique, oui, là, un peu plus, là, mais je dirais qu'au début, aller jusqu'à 5 restaurants, c'était comme... Non, on travaille, puis on a du plaisir, puis on crée, on met des choses en place, on réalise des choses, puis... bien important aussi d'aider à réaliser les gens qui sont avec nous autres dans l'équipe. Est-ce que toute la famille Benny a du plaisir? Est-ce que ça pourrait être comme une valeur qui vous rejoint tous? Ah oui, je dirais que oui. Okay. Oui, il y en a même qui ont pris leur retraite à regret parce qu'il y avait du plaisir pareil. Mais là, il fallait qu'ils prennent des comme ton père qui est revenu aussi après, là, qui a décidé de revenir. Puis, vous semblez tellement avoir ça comme en vous, ce côté-là, entrepreneur. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient? On le devient. OK, sans hésitation. Puis pourquoi? Ça nous interpelle à un moment donné. On ne peut pas rien faire, rien bâtir quand on finalement, on est entrepreneur. Mais c'est ça, je suis en train de me dire. C'est ça, mais parce que... Justement, dans votre famille, là, vous devez être tous quand même des personnalités différentes. Tu as vu tellement de membres de la famille. Bien, est-ce qu'ils sont tous nés entrepreneurs ou c'est parce qu'ils ont eu la chance de se frotter avec des entrepreneurs dès qu'ils étaient petits? C'est quoi les habiletés que ça prend? Oui, bien, c'est ça. Je pense que l'éducation qu'on a eue de nos parents, de ma mère puis de mon père, c'était vraiment une éducation d'entrepreneur. On serait peut-être, en tout cas moi, personnellement... J'aurais été artiste plus, moi. Ben oui. Oui, mais je suis devenu entrepreneur avec l'éducation que j'ai reçue, avec les valeurs. La question ne se posait pas pour toi de devenir un entrepreneur? Oui. En fait, je ne l'ai pas dit tantôt. Là. Dans mon parcours, je suis allé à l'école de théâtre. Moi, je le savais, je l'avais senti là. OK. Oui, j'ai eu un petit doute à un moment donné. Je me suis dit, ça va-tu être de la business? Avant de faire tes études en marketing? Après. OK. Tu es allé faire l'école de théâtre. Ouais. Puis là, finalement, là, c'est là que ton père a eu son projet. Oui. Moi, je pense que ton père, il savait ce qu'il faisait quand il t'a amené à ouvrir le restaurant. Ça m'a ramené vers le business, oui, effectivement. Je me suis toujours gardé, par exemple, un petit côté mini-wheat sucré pour faire de temps en temps une pièce de théâtre ou un petit numéro de quelque chose. Fait que ton côté musicien. Faire... Oui, j'aime bien interpréter des personnages aussi. Puis, c'est le côté plaisir aussi qui fait partie. Puis justement, c'est quoi les valeurs d'entrepreneur que ça prend? C'est quoi les caractéristiques que ça prend, tu penses, selon toi?
pour être entrepreneur? Entrepreneur, oui. Ou que les gens devraient développer? Ah, c'est une bonne question. C'est très varié, je trouve. Très varié, mais... J'en rencontre des entrepreneurs de tout acabit. Il y en a qui sont difficiles, qui sont straight, qui sont durs, mais ils réussissent pareil. Mais c'est peut-être moins le fun, là, mais ils réussissent pareil. Ah, qu'est-ce que ça prend? Mon Dieu. Il faut croire en soi. Ça, c'est sûr. La confiance, oui. Quand on n'a pas ça, à la base, ouf. Mais c'est ça, nos parents, ils faisaient beaucoup confiance. Hein. Oui. Oui. Fait que ça, c'est ça qui vous a tous motivé, de dire, vous sentiez que vous étiez tous capables parce que vous aviez vos parents qui étaient capables. Puis c'est quoi le rôle des femmes comme au départ? Parce que tu as mentionné ta mère, tu as dit, dans le fond, on a reçu une culture d'entrepreneur de ma mère et mon père. Fait que tu as mis ta mère là-dedans. Oui. Même si c'était ton père qui a créé qui a ouvert le restaurant puis qui a créé la machine aussi. Ma mère n'était pas loin derrière. Je te dis, malgré ses 6 enfants, là, elle a vu les premières salles à manger que mon père a ouvert, les premières rôtisseries. Ma mère s'occupait du personnel de la salle à manger, tout ça. Puis elle s'occupait, à l'époque, elle avait 4 enfants, puis de très jeune âge, là. Et puis plus tard, après ça, elle s'est consacrée un peu plus à sa famille. Plus tard, elle est repartie en affaires. Elle a ouvert 1, 2, 3 restaurants. Ta mère? Oui. Ah oui, fait que ta mère aussi ouvrait les restaurants. Oui. OK, fait que c'est ça. Là, OK, fait que pendant que ton père opérait d'autres restaurants, elle opérait les siens. Oui. OK, fait que ça, c'est le fun. Je ne savais pas ce bout-là. Ouais, c'était pas mal du sport là, dans la maison chez nous. Fait que vous n'aviez pas le choix de vous impliquer puis d'aller aider parce que là, si chacun de vos parents avait leur restaurant, c'est comme tu ne te poses pas la question aussi. Non, tu vas travailler du matin au soir, puis tu te dis, ça doit être la normalité, ça, on va faire ça, puis on va peut-être réussir. Puis finalement, ça réussit. Et tu l'as dit, le travail, hein, Yves, c'est surtout, comme quand tu dis restaurateur au début, il ne faut pas que tu comptes tes heures. Il ne faut pas que... La persévérance, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Tu sais, c'était quand même petit, notre affaire. Là. Puis c'est devenu quelque chose d'assez impressionnant. Désolée. Et puis, j'allais dire aussi... je me souviens plus, je l'ai échappé. La persévérance, parce qu'on parlait du nombre d'heures que ça prend. Comme on ne compte pas ses heures en restauration. Puis tu disais, posez pas la question avec ça. Non, c'est ça. Fallait, fait qu'on le faisait. Yves, toi, maintenant, tu regardes ton parcours, c'est de quoi que tu es le plus fier? Qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Là, je regarde ça. Je ne suis pas encore sorti, là, mais je m'apprête à sortir, puis je vois qu'il y a quelque chose de bien amené, de bien solide. Puis je travaille aussi pour la sortie, à le faire comme il faut. C'est très important. Oui. Ouais, on se fait accompagner par une personne spécialisée, consultante dans le transfert d'entreprise. Et puis... Parce que c'est ça encore, c'est un transfert vers une autre génération encore. Oui, quand même. Puis il y a des avoirs, il y a des postes clés, il y a des choses très importantes à bien mesurer. Puis avant de lâcher tout. Oui, puis, tu veux que c'est sûr que le bateau il va bien naviguer. Mais est-ce que, parce que tes frères sont aussi sur la sortie, j'imagine. Oui. Certains de tes cousins, là, vous êtes tous prêts en train de prévoir ça. J'ai plusieurs de mes cousins qui ont déjà tiré leur révérence, transféré à la 3e génération. Nous, mon père était le plus jeune des 8 frères, on était les plus jeunes, Jean, Vincent et moi. Puis, mais là, on travaille là-dessus. Il faut mettre les gens comme il faut en place. Puis, après ça, on va pouvoir respirer puis savourer notre succès. Puis là, le Va Bene, c'est ton voilier. Tu as des plans avec ça, je pense. Oui. C'est quoi le après? Le après, c'est quand on va être disponible à plusieurs mois. Mais je vais faire un mini tour du monde, on va dire. Tu vas aller encore essayer le poulet pour encore te dire si c'est Bénin qui est le meilleur. Ça ressemble à quoi ton mini voyage autour du monde? Je vais commencer par faire toutes les îles des Antilles. Puis ensuite, on va emmener le bateau probablement en Europe. On va faire la Méditerranée. Wow. Et puis ensuite, là, je ne sais pas si je vais traverser en Asie ou le Pacifique. En tout cas, je suis encore en train d'y penser, mais ça, c'est de la grosse navigation. Là. Ben, okay. Oui, c'est ça. Là, c'est pour ça que tu vas le faire progressivement. Plusieurs mois, sinon, là, oui. Puis tu vas prendre, justement, prendre tes galons comme marin, là, rendu là. Oui, prendre mon expérience, hein.
Oui. OK, fait que là, c'est vraiment les points pour... Puis, tu l'as mentionné tantôt, mais je voudrais saluer tous les gens qui sont en restauration parce que c'est vraiment un domaine difficile et qui a été prouvé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ça? Puis, qu'est-ce qui fait que Benny a eu le succès de la restauration québécoise par rapport à... Vous avez quand même la grosse compétition qui vient d'ailleurs. Puis justement, des modèles plus américains. C'est quoi la recette du succès aussi pour ça, là, par rapport puis à la restauration en général? Il y a un truc qu'on essaie de se convaincre toujours, mes frères et moi, c'est de ne pas trop regarder par la fenêtre qu'est-ce que les voisins font. Regardez qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est que nos moyens, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et si l'inspiration vient quand on est en voyage, en vacances, quelque chose comme ça, c'est bon. Ça, là. c'est correct. C'est bien correct, là. Mais oui, pas trop regarder ce que la concurrence fait, d'une part parce qu'ils font bien aussi. Il y a des concurrents qui sont très, très performants, puis il y en a d'autres moins. Mais on n'est pas là pour les juger, puis il faut vraiment partir de ces ressources à nous, de notre ADN, de notre culture. C'est pour ça aussi peut-être qu'on est très famille, puis on l'est encore plus quand plus qu'une autre entreprise, parce qu'on est très, très tissé serré, puis on regarde qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'intérieur de l'entreprise. Qui est bien, qui a des bonnes idées, qui veut faire ça, et puis mettre les gens en bonne place. C'est inclusif, ça pourrait être un conseil qu'on fait dans la vie de tous les jours, pas juste en entreprise. On peut regarder ce qu'on a comme nos ressources, nous, au lieu de se comparer. Ça peut être bon pour juste, des fois, juste, tu te dis, mais quand tu passes trop de temps à te comparer, tu n'es pas en train de regarder ce que toi, tu peux faire. Oui. Mais tu me posais la question sur qu'est-ce que je serais fier de moi, là. Je pense que fier de... Bien, justement, on arrive, ça serait les mots de la fin. Oui. Donc, qu'est-ce que tu serais fier? La grande fierté, je pense, c'est d'avoir contribué à faire fructifier ce patrimoine familial que la première génération, mon père et nos oncles nous ont laissé, puis amener ça, comme faire rayonner tout ça sur notre famille, puis nos proches, puis eux autres, là, il faut qu'ils tiennent ça maintenant, c'est leur défi. Écoute, bravo. Yves Benny, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc. On va souhaiter longue vie à votre chaîne de restauration. Oui, c'est vrai que tu as bâti un beau patrimoine. J'aimerais remercier Gilles Lamarche qui est à la mise en onde, Sophie qui est à la technique. Puis, je vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès sont passés de l'intention à l'action. Vous pouvez réécouter nos émissions, nos épisodes sur intentioninc.ca pour les balados et on vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi pour une prochaine rencontre. À bientôt!